Salut Louis, Salut, comment ça va? ça va. Plaisir d'être là. Bah écoute, je suis hyper content de te recevoir dans cet épisode de 46 de Secret d'agence. On a été introduit par Mathis ensemble et t'as tout ce que j'aime t'es vraiment pour moi l'archétype des personnes que j'avais envie d'interviewer dans ce podcast. On va en parler tout de suite, mais t'es un drop-out, t'as 23 ans, t'as fait les choses comme à l'inverse de ce que les gens font, c'est-à-dire que t'as décidé de te focaliser sur du volume et non sur de la marge. Et tu vas nous expliquer tout ça, comment t'as réussi à mettre en place tout ça. Euh, je vais te demander de te présenter déjà dans un premier temps, sans parler de ton agence. Alright. Je m'appelle Whisky, j'ai 23 ans, je suis franco-américain. J'aime dire corse américain parce que ma mère est corse. J'ai grandi du coup entre Londres et la France et j'ai toujours été un graphiste, passionné, designer, passionné de l'esthétique, du design en général. Et j'ai eu la chance d'aujourd'hui en faire mon métier du coup, par le biais de cette agence dont je vais pas parler. Mais, euh, mais voilà, en gros, mon profil. Trop bien. Tu veux que je Euh, rentre plus en détail Non, ou... non, c'est nickel. C'est nickel. J'ai quelques invités qui m'ont déjà mis des tunnels de 25 minutes. Donc, Ok. moi, j'aime bien quand c'est court et concis. Le but, tu vois, c'est dans un premier temps, tu vois, de poser un peu un cadre. Donc là, aujourd'hui, t'es CEO d'une agence qui s'appelle Soft River, c'est ça? Ouais. Tu peux nous en dire un peu plus sur l'agence, quand est-ce que tu l'as créée, et ensuite on passera à la partie évidemment sur les chiffres pour comprendre un petit peu combien de CA tu fais à peu près, combien il y a de personnes qui travaillent dans cette agence. Et ensuite, on rentrera, je vais spoiler un petit peu les auditeurs qui nous écoutent, mais on rentrera donc dans trois domaines. On va en parler tout de suite, mais dans le premier domaine, c'est Fiverr. Comment est-ce que on, on caresse dans le sens du poil l'algorithme de Fiverr, on va dire ça comme ça. Comment est-ce qu'on diversifie ses offres et bien évidemment tout le back-end de ta boîte, moi qui m'intéresse de fou malade parce que j'adore optimiser plein de choses et toi tu es un roi de l'optimisation, on va dire. Ok. Je dirais pas que je suis un roi, mais ça va, je me démerde. Donc, en fait, moi, j'ai réalisé ça il y a pas longtemps, mais en fait, on est entre une plateforme et une agence. En fait, pour moi, le monde des plateformes, il a énormément de bons côtés, la rapidité, les bons prix, mais il a énormément de mauvais côtés qui sont souvent, ben, tu es livré à toi-même avec le freelanceur, tu souvent pas un bon service. À part sur Malte, bon, Malte c'est un peu à l'écart parce que c'est très high ticket, mais on va dire les plateformes comme Upwork, sur Fiverr, qui sont, on va dire, beaucoup plus utilisées que Malte, et, et du monde des agences. Les agences où au contraire, justement, tu as souvent une super relation, mais tu as d'autres mauvais côtés. Le fait que Mm. ce soit lent, le fait que ce soit très cher, et du coup, tu payes le prix, on va dire, pour cette qualité-là. Et en fait, moi, le modèle que j'ai, c'est un peu une combinaison des deux, dans le sens où j'ai énormément de freelanceurs qui travaillent pour moi, qui sont, on va dire, employés maintenant à plein temps, mais qui sont des freelanceurs dans le sens qu'ils sont payés par contrat, avec Ouais, une couche de management comme dans une agence, avec des gens que je forme, avec des gens qui ont des directives bien précises pour gérer les clients, en gros des project managers et operations managers pour s'assurer que tout roule vraiment bien. En fait, en combinant justement des freelanceurs et des contracteurs qui sont très très bons dans ce qu'ils font, et pas forcément très bons dans la gestion de projet, avec une layer d'agence, on arrive justement à SoftRiver, qui est du coup le modèle que j'ai monté. Donc nous, on a un seul produit pour l'instant. J'aimerais m'étendre sur le long terme dans plein de produits. Et notre seul produit, c'est les logos. Donc, ok. parce que moi, j'ai toujours été passionné de logos. Ça a toujours été mon point fort, on va dire, ce que j'ai toujours kiffé faire parce que j'adore l'art et j'adore le business en même temps. Donc, si tu combines les deux, le logo, pour moi, c'est vraiment l'épitome de ce point au milieu, quoi. Et, euh, et du coup, voilà, mon agence, on a un produit, énormément de freelance en dessous, une couche de management dans un bureau en Georgie. Donc là, je vous appelle, enfin, je vous fais le podcast depuis la Georgie. Et, euh, et voilà, du coup, ça, c'est pour résumer mon agence, quoi. Du coup, comment ça se passe si moi je suis un prospect, un client intéressé par ton agence, j'arrive, je te demande un logo, euh, combien ça me coûte, c'est délivré en combien de temps, c'est quoi l'offre derrière ça? Donc, nous, on a des tarifs fixes. C'est $130, $180 et $220.
Ok. Le package premium qui est pris par 90% des gens, il est à $220. Donc, on va dire que pour un logo, c'est un prix qui est très, très bas, mais c'est un prix que pour moi, tout le monde peut se payer. Si tu lances une boîte un peu sérieuse, que tu kiffes un peu, que justement, tu veux pas un logo gratuit fait par un générateur ou par l'IA, tu veux un truc un peu plus poussé. 200 € pour moi, c'est vraiment le prix parfait que j'ai trouvé. Ça se passe en 48 heures. Donc, à partir du moment où tu arrives et que tu remplis le formulaire et que tu passes par l'agence, en 48 heures, on t'envoie tout. On a des délais de réponse qui sont, on va dire, astronomiquement rapides. Je pense que ma plus grande fierté, c'est d'avoir un temps de réponse aussi rapide. C'est-à-dire que si tu m'envoies un message, tu peux aller voir sur Fiverr maintenant sur le lien. Potentiellement, j'imagine qu'il y aura le lien sur ce podcast. Tu vas sur Fiverr, tu as un message. Normalement, tu as une réponse sous 5 minutes maximum. Genre, et ça sur 20 heures dans la journée. Il n'y a que 4 heures où il y a personne parce que j'ai pas encore des gens côté États-Unis, etc. Mais sur l'Europe, on est présent sur 20 heures, sur 24 heures. Et donc, du coup, il y a plusieurs personnes qui gèrent ton profil Fiverr. Voilà. Ok. Bon, de toute façon, on va en revenir exactement sur comment tu Ok. t'organises. Donc, 230 € le logo, livré en 48 heures. Tu fais combien de CA par mois? On fait 200 000 de CA brut. Et quand je dis brut, c'est parce qu'il y a les 20% de Fiverr du coup. Donc aux 200 000, tu enlèves 20%. Ok. Donc, tu fais 160K hors Fiverr. Ouais. Ok, je pense que bon, déjà, rien que ce chiffre-là, il est assez intéressant parce que euh, justement, tu es sur une plateforme où tu as misé du coup sur le volume. Euh, Globalement, du coup, ça fait à peu près 100 logos par jour que tu fais. Euh, Mm. Comment est-ce que tu Non, as... Non? non, ça fait 1000 logos par mois Ouais. Ah et oui, du coup pardon. 30 par jour. 30 Ah par oui, tu fais jour. 30 logos par jour. Ouais. Ok, Ouais. c'est assez impressionnant. Euh, Comment est-ce que, après, derrière, au-delà des frais de Fiverr, c'est quoi un petit peu tes gros centres de coûts? Comment est-ce que tu répartis un peu tous ces flux financiers? Le plus gros coût, ça va être les designers, les contracteurs du coup, qui sont vraiment des employés à plein temps. J'appelle ça des freelancers parce que c'est le modèle, justement. On pourra parler je trouve ça vachement intéressant de parler du modèle pour ces freelances-là, en fait. C'est des freelancers, mais ils n'ont pas tous les inconvénients d'être freelance. Hmm. C'est-à-dire, ils ont tous les avantages d'être employés et tous les avantages d'être freelanceurs combinés. Et c'est pour ça que ce modèle marche autant, selon moi. Et du coup, mon plus gros coût, c'est ça, parce que forcément, c'est le produit en lui-même, donc c'est mon Ouais. cost of goods sold. Et ensuite, on va dire que j'ai des coûts avec mes bureaux et mon équipe de management. Mais mon équipe de management me revient pas si cher que ça parce que je suis allé dans un bon pays, j'ai vraiment sélectionné le bon pays avec des gens qui parlent vraiment bien anglais, qui sont vraiment carrés, qui sont vraiment, qui ont une vraie bonne éthique de travail. Attention, je dis pas que c'est une généralité dans ce pays-là, mais voilà, j'ai monté un bureau, mais ça me coûte quand même relativement pas cher, donc voilà. Ok, bon, je me note parce que j'ai des questions justement sur la Géorgie pour toi après. Ouais. On va parler évidemment d'acquisition. Donc, comment. Déjà, première question. Je vais te poser plusieurs questions et tu y répondras comme tu le sens dans l'ordre. Ma première Ok. question, c'est déjà comment tu as eu tes premiers clients? Qu'est-ce qui fait que tu es allé dans un premier temps sur la plateforme Fiverr, qui est une plateforme, on va dire, mainstream aujourd'hui, mais peut-être pas mainstream à l'époque où tu étais étudiant. Donc, pourquoi Fiverr? Faut savoir du coup que donc j'indique aux auditeurs que toute ton acquisition passe par Fiverr. Même si quelqu'un te contacte sur LinkedIn, tu le renvoies vers ton lien Fiverr. Et j'aimerais du coup que tu m'expliques en quoi ce choix stratégique de du coup utiliser Fiverr est pour toi un meilleur choix que de faire ta propre acquisition de ton côté. Et comment devenir le Mister Beast de Fiverr, comment craquer l'algorithme. Ok. Ok, je pourrais parler des heures sur ces quelques questions, mais je vais essayer d'être le plus bref en même temps détaillé possible. Alors, quand j'ai commencé, si tu veux, moi j'ai lancé plein d'entreprises différentes. J'ai dû lancer au moins 6 ou 7 entreprises au total, dans le textile, des trucs physiques. Enfin, j'ai vraiment tout fait, du développement. Et en fait, toute ma vie, j'ai toujours fait des logos. Et j'ai toujours eu des périodes où justement je montais mon agence, où j'ai eu des pics de croissance, où je commençais à faire 3 000 à 4 000 € par mois avec mon agence. Et après, d'un coup, je repartais sur mon autre business de textile parce qu'on faisait du chiffre là-bas, etc., etc. Donc en fait, les l'histoire de mon premier client, c'est vraiment un ami de famille, tu vois. C'était une avocate qui est venue manger à la maison et puis elle parlait justement, elle disait, je suis en train d'essayer de faire mon logo et mon site et tout. Et c'est ma mère qui m'a un peu poussé. Moi, j'osais pas, j'aimais pas me vendre à l'époque. J'avais pas encore cet instinct-là.
Et du coup, au final, j'ai fait ce logo pour cette personne et elle a adoré le logo et je l'avais fait justement pour un prix pas cher. Et du coup, en fait, le mot a tellement tourné que j'avais tous les avocats de ma ville, du coup, Aix-en-Provence, enfin, quand je dis tout, attention, Ah ouais. j'extrapole un peu, mais beaucoup d'avocats qui venaient me voir tout le temps, qui avaient eu mon numéro de cette personne-là ou de ma mère, qui disaient, j'ai entendu parler de tes services, j'aimerais trop faire un logo. Puis c'était un peu une golden période pour ça, parce que tous les avocats, ils étaient en train de transitionner, ils s'étaient réalisés, putain, il me faut un site internet. Et du coup, on va dire que c'était le moment parfait pour ça. Donc ça, c'était le premier, on va dire, lancement d'agence que j'ai fait pour ça, et un peu la proof de ce concept pas cher, quoi. Et que quand vraiment tu as une qualité qui est bonne et que t'es pas cher, le mot se partage vachement vite parce que les gens, ils sont un peu fiers de partager ce petit filon, tu vois. Vas-y, j'ai dégoté une offre vachement bien, t'as ce petit... En plus, quand tu es jeune, ça aide vachement parce que les gens, ils aiment bien t'aider. Et du coup, j'ai monté tous mes business. Je montais un peu mon agence, comme je t'ai dit, je partais un peu à droite à gauche. Et quand est venu le Covid, tous mes autres business sont tombés à l'eau. Donc à l'époque, mon plus gros business, c'était France Tex. C'était une entreprise d'impression textile, je l'ai déjà dit. Et on produisait des t-shirts, mais du coup, plus personne voulait acheter des t-shirts promotionnels parce que plus personne était dehors. Donc j'avais plus de business. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais me concentrer à fond sur les logos. Tout le monde lançait une boîte. C'était l'époque de l'entrepreneuriat golden. Il y a tellement d'entre nous, d'ailleurs, aujourd'hui, qui se sont lancés à ce moment-là, qui ont découvert le freelancing, découvert l'entrepreneuriat à ce moment-là. C'était le moment pour faire des logos, le moment parfait pour faire des logos. Donc j'ai commencé à pousser ça et du coup je me suis inscrit sur Fiverr et on va dire que ça a pris relativement vite. Donc au début, bon, comme tout le monde, t'as pas trop de commandes pendant 1 ou 2 semaines et puis un jour tu as ta première commande. Et moi j'ai vite compris la puissance de l'algo, même si quand je me suis inscrit, j'ai vraiment fait ça un peu tête en l'air, tu vois. Je me dis vas-y, je m'inscris sur Fiverr, on va voir ce qui se passe. Mais quand j'ai eu ma première commande, j'ai compris la puissance de l'algo parce que je me suis dit, j'ai pas eu besoin de faire d'acquisition, j'ai pas eu besoin d'aller faire de la pub, j'ai pas eu besoin d'aller me vendre à des gens dans la rue, j'ai pas eu besoin de faire du networking et j'ai une commande qui est venue. Donc immédiatement, ça a un peu tilté en moi. Je me suis dit, putain, Hmm. mais en fait, si j'arrive à craquer ce truc, je peux vraiment avoir une vie de rêve, quoi. C'est-à-dire juste me focaliser sur faire des logos. Et, et du coup, j'ai donné pour 30 euros, j'ai bossé pendant 10 heures sur ce truc. Enfin, j'ai bossé pour 3 euros de l'heure pendant des mois. Et, euh, et en fait, j'ai tellement donné de valeur pour un prix tellement bas que c'est ça le hack de l'algo. Donc, ça en vient à ton dernier point de ta question, c'est qu'en fait, Ouais, pardon. Non, là, ce que j'allais dire, c'est que du coup, le client, il fait une commande, il est content de sa commande, du coup, il te fait une review, c'est ça, il te donne des étoiles? Ouais. Donc, un grand secret que potentiellement personne connaît, sauf ceux qui connaissent bien Fiverr, c'est qu'une fois que tu as passé une commande sur Fiverr et que la commande est finie, Fiverr t'envoie un formulaire privé. C'est-à-dire, Hmm. il dit en privé, dites-nous en privé ce que vous avez pensé de Softriver. Et ce formulaire-là, le formulaire, enfin, ça vaut de l'or, quoi. C'est-à-dire que Ok, si les gens remplissent ce formulaire, euh, tu gagnes et tu montes dans ok, l'algo. Sauf que la majorité des gens ne remplissent pas ce formulaire parce que les gens ont autre chose à faire. Donc ouais. les seules personnes qui remplissent ce formulaire, c'est les gens qui sont tellement contents qu'ils ont envie de trouver tous les moyens possibles pour pouvoir te remercier. Hmm. Exactement comme cette première avocate qui était tellement contente de ce logo qu'elle a reçu tellement d'énergie de ma part pour très peu d'argent. Moi, je crois beaucoup en les questions d'énergie, tout ça. Et quand tu prends de l'argent, tu prends de l'énergie. Quand tu donnes de l'énergie, tu donnes de l'énergie. Et plus tu donnes contre ce que tu prends, plus tu grossis, plus tu scales, plus les gens, justement, veulent te rendre cette énergie. Et sur Fiverr, c'est pareil. C'est-à-dire que si tu donnes beaucoup d'énergie par rapport à l'argent que tu prends, les gens vont vouloir te redonner un excès d'énergie. Et du coup, ils vont remplir, une des choses qu'ils peuvent faire, c'est remplir ce formulaire. Et c'est vraiment ça la clé du scaling Fiverr, c'est de donner tellement à ton client que tu as un nombre disproportionné de gens qui remplissent ce formulaire. Et pourquoi est-ce que je donne ce secret-là et pourquoi est-ce que je suis confiant que donner ce secret-là, ça va pas forcément me créer tant de compétition. Et puis même si ça me crée de la compétition, je suis content parce que je suis toujours là pour m'améliorer. C'est que du coup, ça veut dire qu'il faut vraiment, pendant une longue période, tout donner et Hmm. beaucoup plus donner d'énergie que ce que tu prends. Et en fait, les gens aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est-à-dire, ils veulent facturer 1500 euros alors qu'ils ont une qualité de service qui vaudrait 500 balles, tu vois. Et du coup, il y a un bug d'énergie qui fait que les gens, au final, ben, même s'ils arrivent à closer 2-3 personnes,
et qu'ils arrivent à monter un business, mais ils Il n'arrivent n'y a pas jamais la à roue. scale vraiment. Donc c'est vraiment ça c'est ce formulaire-là. Du coup, je suis parti un peu loin dans ça, Non, mais non, attends, c'est hyper intéressant, franchement. Et est-ce que, parce que là, je me mets dans la peau d'un gros hacker, tu vois, même si je déteste ce mot, mais tu vois, est-ce qu'il y a, ouais. il y a pas des techniques que tu pourrais utiliser parce que entre le client super content qui remplit direct le formulaire en disant, attends, je veux lui envoyer de la force et tout, ça va être top, et le client qui est content, mais juste, vas-y, il a pas le temps et il zappe. Il se dit que c'est pas prioritaire et il sait pas à quel point c'est important pour toi. Est-ce qu'il n'y a pas un peu des techniques où tu dis bah si vous remplissez ce formulaire, je te dis n'importe quoi, mais je vous offre une demi-heure de consultation en plus ou enfin tu vois une review, Ouais, tu peux, mais en fait, ça revient à la question de l'énergie. Si t'as pas donné plus d'énergie que ce que tu as hmm, demandé, le mec, même si tu lui demandes, il le fera pas. hmm, Les gens, ils sont trop busy. Et quand tu vas au restaurant et que le restaurant, c'est pas exceptionnel et qu'il arrive et qu'il te dit, ouais, mettez-nous un review Google. Moi, ça me casse les couilles. Pardon, mais enfin, moi, ça vas-y. m'embête. Ça m'embête. Et en plus, ça m'irrite même parce que je me dis, le Hmm. mec, il a même pas fait un effort exceptionnel. Le service était même pas bon. Et à la fin, il ose venir avec sa petite carte Google Review et me demander un review. Mais ça a aucun sens, tu vois. Donc, Ouais. ça revient à l'énergie. Il y a effectivement, si tu donnes toute l'énergie et qu'à la fin, tu dis en scred comme ça, ouais, d'ailleurs, tu sais que si tu remplis ce formulaire, ça m'aide beaucoup. Évidemment, il y a des petits trucs comme ça, tu vois. Mais ça revient toujours à la question de l'énergie. Et au final, quand tu demandes, parce que j'ai eu des périodes où je testais, où Hmm. j'avais un employé qui était occupé que de ça. Tous les jours, il contactait tous les clients qu'on avait et il demandait ça. Et on a eu des périodes du coup de un mois où on faisait ça, un mois où on faisait pas ça, il n'y avait aucune différence. Ok. Donc ça revient vraiment purement à la question de l'énergie et même si tu as des petits hacks comme ça, au final ça fait quasiment rien. Ok, ça me parle. Ça me parle, je comprends et je vois du coup à quel point tu te focuses du coup sur vraiment le delivery. Euh, Ça t'a jamais démangé de augmenter tes prix? Je change de marché si j'augmente mes prix en fait. Si Et tu qu'est-ce qui fait que tu veux pas changer de marché? C'est une bonne question et c'est une question auquel je réfléchis beaucoup, tu vois. Et la Parce qu'en fait, réponse à cette question, elle évolue souvent. après derrière, en fait, ouais, en fait, je comprends. C'est que là, ta stratégie, c'est de dire, ok, bah vas-y, je vais chercher le volume et j'optimise ma marge par le volume. Donc en gros, comme ferait en termes de marketplace un Trainline, qui en fait est tu vois, une surcouche de SNCF Connect où ils vont chercher un centime à chaque billet réservé sur Trainline. Là où en fait, à l'inverse, tu pourrais être une agence plutôt de branding global, tu vois, où en fait, tu fais des tickets à 30, 50, 100 000 euros, mais t'as entre 10 et 20 clients par an, mais ça veut dire que derrière, tu gères pas les mêmes types d'humains. Et en fait, en effet, ça change complètement la physionomie et la dynamique de l'agence. Euh, est-ce que du coup, au-delà de peut-être dans ta stratégie, peut-être dans ta façon d'être, est-ce que tu n'as pas aussi peut-être un plaisir à aider des gens qui ne pourraient pas avoir les clients que tu leur apportes avec ton service? Ouais, alors j'adore cette question et il y a plusieurs points. Le premier point, c'est que pour un peu résumer pourquoi à ce à quoi je réfléchissais et pour un peu aux viewers ce que je réponds souvent, c'est que c'est un peu comme si tu prends un mec qui est franchisé McDonald's et qui fait 3 millions d'euros par an pour chaque McDonald's et qu'il a 10 McDo et que tu lui dis mais pourquoi tu fais pas un étoilé, tu vois? Pourquoi tu fais pas un Mmh. resto étoilé? Parce que resto étoilé, enfin beaucoup plus cher. Attention, ça ne veut pas forcément dire plus de marge, mais en gros du high ticket. Mmh. Et en fait, c'est pas du tout le même business. Et moi, je pense que j'ai vraiment développé une compétence, que ce soit les process, le management, pour essayer de comprendre en fait un segment du marché qui est au final la majorité du marché en termes de volume, pas en termes d'argent, je pense. Les plus grandes agences sont quand même toujours des agences à étiquette, Havas, etc. Mais en termes de volume, c'est vraiment la plus grosse partie du marché. En me focalisant sur ça, je développe vraiment un positionnement qui est, on va dire, qui répond vraiment à une demande précise en fait. Et changer d'agence, monter mes prix, ça voudrait dire complètement shifter toute ma philosophie, ben, plus faire des burgers et des frites, mais faire
faire des plats en étiquette étoilée, quoi. Ça veut dire avoir des meilleurs chefs, ça veut dire louer un truc au Georges V. Enfin, c'est complètement différent et c'est un business qui, au final, m'intéresse un peu moins parce que moi, je suis un peu moitié américain et j'adore cette compétition sur les prix, cet Hmm. acharnement sur le volume, cet acharnement sur toujours apporter plus de qualité, sur se différencier. Et moi, je suis un grand fan d'Amazon et de Jeff Bezos et j'ai un de mes mentors qui est un mec qui bossait chez Amazon France, qui était directeur financier. Il m'a raconté il y a 2 jours une des règles principales à Amazon, un des mécanismes qu'ils ont, c'est qu'il y a une règle, c'est qu'il s'est interdit d'augmenter les prix. C'est interdit chez Amazon d'augmenter les prix. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un produit, un fournisseur fixe un prix, c'est dans le contrat qu'il ne pourra plus jamais l'augmenter. Et Amazon ne pourra plus jamais augmenter ses prix. Même avec l'inflation, tout ce que tu veux, il faut toujours baisser les prix. Alors attention, lui, il a arrêté de bosser chez Amazon en 2018, je crois. Et potentiellement, je sais pas, si l'inflation a complètement explosé, peut-être que cette règle maintenant a Hmm. été changée, j'en sais rien. Mais en tout Non, mais cas, c'est plus l'état d'esprit. non, mais à l'époque, en tout cas, dans une inflation comme il y avait avant de 2% par an, c'était interdit d'augmenter les prix. Et moi, j'ai un peu cette même philosophie-là de, justement, je me dis, mais comment est-ce que je peux augmenter mon avantage compétitif en ayant toujours une meilleure qualité sans changer mes prix, voire même baisser mes prix. Demain, je baisse mes prix de 20%, j'aurai potentiellement encore un plus gros marché, encore plus de clients. C'est hyper intéressant ce que tu dis. J'ai écouté dernièrement, je crois que c'était dans le mastermind de Sam Ovens. Il expliquait justement que, tu vois, Amazon, en fait, le seul, déjà, il expliquait le fait de pas se noyer dans les KPI, tu vois. Et il disait que le seul KPI de Amazon, qui regardait en continu sur la prod, c'est le nombre de tickets créés au niveau du support. Ouais, Et leur but, c'était seulement de le faire tendre à zéro. Et ils avaient aucun autre KPI. Et en fait, ce seul KPI-là dépend de tout le reste. Dépend d'avoir un site qui marche bien, dépend d'avoir un livreur qui livre bien, dépend d'avoir des produits qui sont pas cassés dans la livraison, etc., etc. Et donc, en fait, il expliquait que justement, tout était systématisé et tout le process, en effet, je comprends avec ta typologie d'agence pourquoi tu aimes Amazon, mais tout le process du coup était designé pour faire en sorte de réduire ces tickets-là et donc ouais, de rendre le client heureux et content de ce qu'il fait. ouais, absolument. Et il y avait une autre partie à Et- ta question, je crois. ouais, Euh, Fiverr, l'algorithme. Pourquoi ben, pas sortir de Fiverr? ça, ça c'était la question d'avant, il me semble, non? Je crois qu'il y a d'autres questions que j'ai ratées. Attends. Du coup, pourquoi pas sortir de Fiverr? Ben, c'est le plan là. Parce que je pense, à chaque fois j'ai dit ça à beaucoup de paliers, je pense avoir maximisé la plateforme à mon tarif actuel. Mm. Euh, J'en suis quasi persuadé maintenant. J'ai testé partout dans le monde avec plein de VPN, enfin bref, notre positionnement et on est tellement haut, on est tellement élevé que au final, le seul moyen de vraiment scale up, c'est de passer de mon panier moyen de 200 $ à 100 $. Là, on pourrait faire beaucoup plus de volume. Mais bon, j'ai pas encore le level en opérationnel pour pouvoir faire ça. Donc, c'est pour ça que je commence à réfléchir à des stratégies justement de vente de masse en dehors de Fiverr. Et pour moi, ma stratégie la principale que je vais faire, c'est vraiment du Pinterest. Parce qu'en fait, on a un volume exceptionnel de logos. Parce que du coup, on fait Mm. 1000 logos par mois. Ça fait des années qu'on fait. Ça fait pas des années qu'on fait 1000 logos par mois, mais bon, ça fait longtemps qu'on fait beaucoup, beaucoup de logos par mois. Et tous ces logos-là, on ne le publie pas. Donc en fait, on a une mine d'or de contenu et on va réutiliser ce contenu et on va créer une chaîne de distribution massive sur Pinterest et faire la publicité derrière en retargeting parce qu'en fait, j'ai réalisé que un client sur 3 qui venait chez moi, il m'envoyait de l'inspiration Pinterest. Donc ça veut dire, je me dis, mais tous ces gars-là, ils sont sur Pinterest juste avant de commander chez moi. Donc pourquoi pas aller les toucher directement, les trouver à la source. Et en plus de ça, je peux savoir encore plus quel style ils aiment parce que ça veut dire que j'ai accès à leur Pinterest board et qu'ils sont confortables avec ça. Donc, je me focalise sur un client qui est encore plus qualitatif. Et donc voilà, c'est vraiment ma stratégie. Et je sais pas si tu veux que j'aille plus en détail sur ça. Si, je suis grave chaud parce que j'ai toujours pensé que Pinterest était une mine d'or.
J'ai jamais encore réussi à lancer une agence autour de ça. Je sais pas si tu lis les rapports de Pinterest sur les tendances qu'ils font à la fin de l'année. À chaque fois, c'est des masterclass et c'est des trucs qui se passent. Comme en effet, ils ont des mood boards hyper détaillés, ils sont capables de te dire, bah, ouais, la tendance cette année, genre, ils sont capables de te dire, genre, ouais, au Festival de Cannes, la tendance, ce sera le vert. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Genre, c'est hallucinant. Donc, ouais, je suis ouais. très chaud que tu détailles un peu cette stratégie que tu veux mettre en place. Parce que pour faire un point final sur par rapport à Fiverr et pourquoi transitionner vers Pinterest, c'est que Fiverr, en fait, c'est exceptionnel dans le sens où tu as par défaut un ROAS de 20% en gros. Donc, c'est-à-dire que tu donnes 20%, donc en gros, pour 20 $ dépensés, tu touches 100 $. Donc, en Mm. fait, moi, tout au long de ma carrière, on va dire, avec mon agence, mon but, ça a été est-ce que je peux potentiellement avoir un ROAS qui soit meilleur? Et j'ai testé, j'ai fait des publicités à droite à gauche. Et par exemple, une des grosses pubs qu'on avait fait, c'était sur Dribble. On faisait de la publicité sur Dribble parce que Mm. c'était notre targeting principal. Ça marchait très bien, mais on avait un ROAS de 2 ou 3 Mm. maximum. Donc c'était moins bien. Donc en fait, j'ai toujours testé et aujourd'hui, je suis dans une position où je suis prêt justement à avoir un ROAS beaucoup plus bas pour pouvoir scale mon agence et vraiment avoir une optique de pouvoir scale ça. Pourquoi sortir de Fiverr aussi? C'est qu'en fait, la problématique sur Fiverr, c'est que tu ne possèdes pas tes clients. C'est-à-dire que les clients, Mm. que ce soit légalement ou enfin légalement, business parlant, ce ne sont pas tes clients, ce sont les clients de Fiverr. C'est-à-dire que tu ne possèdes pas leur email, c'est-à-dire que tu ne peux pas les recontacter en dehors de Fiverr. C'est-à-dire que, voilà, au final, c'est comme si tu n'avais pas de business au final, en gros. Parce que tu peux pas revendre ton business parce que techniquement, tu n'as même pas de clients légalement. Ouais. Donc, donc moi, ma transition, je suis bien conscient de tout ce qui est IA, etc., et que ça va vraiment dramatiquement changer le monde du logo. Et j'ai une stratégie euh, vachement particulière sur où est-ce que je veux aller pour justement me préparer face à ça. Et pour pouvoir me préparer face à ça, il faut que je possède mes clients absolument. Et en fait, mes clients et ma base de données de clients, ce sera quasiment mon atout principal justement pendant cette transition pour aller vers le nouveau service que je vais faire sur le long terme, qui sera pour moi justement le plus AI adapted and AI powered euh, du monde. Du coup, voilà, tout ça pour dire pourquoi sortir de Fiverr, même si c'est une mine d'or et comprendre l'algorithme Fiverr veut dire que tu peux croître extrêmement rapidement et surtout apprendre énormément sur l'opérationnel. Je pense que je m'étends un peu de la question, pardon, hein, mais Vas-y, tu me vas-y, coupes si vas-y. jamais. En fait, Fiverr, je pense, c'est un des endroits où tu apprendras le plus sur le customer service de n'importe quelle situation. Et j'ai eu des business en dehors de Fiverr. J'ai eu des agences en dehors de Fiverr. Jamais rien ne m'a mis face à moi-même que Fiverr. C'est-à-dire que quand sur Fiverr tu fuck up, ne serait-ce qu'un client, un client. Attention, on a 250 clients en simultané, on a 1000 clients par mois. Si je fuck up, je crois, hein, c'est genre si j'ai 4 une étoile ou un truc comme ça, je suis délisté de Fiverr. D'accord? Donc, je vis constamment avec l'idée que si j'ai plus de 4 une étoile, je crois toutes les 2 semaines, enfin bref, j'ai pas le nombre entier, je suis délisté de Fiverr. Donc, quand tu es face à ça et que tu es obligé d'être dans la perfection à grande Mm. échelle sur 1000 commandes par mois, d'être dans la perfection, de ne pas avoir plus que 20 une étoile par mois. Ça t'apprend l'opérationnel, ça t'apprend le monde de l'agence et le customer service pour moi à un level surdimensionné. C'est pour ça que pour moi notre valeur ajoutée, même limite, elle est là-dedans aujourd'hui. Elle est vraiment dans l'opérationnel et c'est pour ça que j'ai aucun doute que quand on va aller sur Pinterest, quand on va aller sur le reste, on va tout autant exploser parce que justement on aura cette valeur ajoutée qui se trouve nulle part d'autre sur le marché selon moi et qu'on a vraiment développé un service exceptionnel. Et Ouais, du coup, pardon, t'ajoutes juste un endroit en fait dans ta voiture pour ajouter de l'essence quoi. Là aujourd'hui l'essence elle vient que de Fever mais tu rajoutes une deuxième pompe en fait. ouais. Et à terme complètement arrêter Fiverr. Je pense. Je comprends ce que tu dis sur le customer support et c'est en effet je vois très bien à quel point tu as vécu en fait toutes les situations possibles parce parce que tu as un gros volume et que aussi tu as des clients qui sont exigeants. Et du coup, euh, ils sont exigeants, mais est-ce qu'ils sont exigeants pour, entre guillemets, les bonnes raisons? Dans le sens où, en gros, là où je veux orienter et avoir ton avis, c'est est-ce que tu fais pas du business avec des mecs qui ne sont pas prêts à investir dans leur business et qui donc
sont des mauvais clients. Tu vois ce que je veux dire? Un gars qui se lance et qui veut faire un business, je sais pas quelles sont la typologie de tes clients. Est-ce que c'est plutôt des indépendants ou des futurs PME en devenir? Mais tu vois, moi demain, si je lance un business, mettre 230 € dans un logo, limite, je me dis, ouais, en fait, c'est pas assez. Tu vois ce que je veux dire? C'est genre, soit je me dis, je fais une charte graphique énervée et je mets 10 000 balles au moins, soit je me dis, ok, le logo, c'est vraiment au premier abord, tu vois. Oui, mais cette idée découle du fait que découle de tes préjugés par rapport à un logo à 200 euros. En fait, tu as Ouais, une idée conceptuelle de ce qu'est un logo à 200 euros. ouais. Et du coup, tu dis, bah vas-y, la seule façon de, à coup sûr, éviter d'avoir un mauvais logo, c'est de dépenser 10 000 balles. Mais Mm. en réalité, si on prend vraiment le root cause de ça, c'est vraiment l'expérience. Mais si on t'assurait, si tu voyais que tu avais une garantie d'avoir une charte graphique absolument exceptionnelle pour 200 euros, euh, évidemment, je pense que tu l'achèterais. Et, 100%. et du coup, c'est pour ça. Alors attention, je prétends pas qu'on fait des logos aussi bons que ceux à 10 000 euros. Ce serait impossible. Mm. Mais le logo en lui-même, pour moi, on arrive à avoir cette qualité. La charte graphique, c'est quelque chose justement que j'essaie de travailler tous les jours. Pour comment est-ce qu'on peut avoir une charte graphique qui soit l'équivalent d'un produit à 10 000 euros pour 200 euros. Mm. Actuellement, je vais être 100% honnête, le logo en lui-même, on a des logos qui sont, pour moi, qui valent 10 000 balles. Mais les chartes graphiques, c'est un endroit où on a toujours du travail. Et, Ok, mais bref, en fait, pour répondre à ta question précisément, on a tout type de clients. Et oui, effectivement, ok. il y en a, c'est des gens qui sont pas bons en business, mais on a énormément de gens super bons. Par exemple, des gens parmi mes meilleurs amis aujourd'hui que je connais, ça a été mes clients avant. C'est-à-dire que je sais pas s'il voudra que je partage ça, mais du coup, je vais pas dire son nom, mais il y a un gros infopreneur en France qui justement m'a acheté un logo sur Fiverr et il s'avère que ça s'est un peu mal passé parce qu'il avait une idée particulière, bref. Et au final, on s'est rencontrés, on est devenus super potes. Et par le biais de ce logo. Donc, ça montre bien que même des gens qui sont très successful dans le monde de l'infoprenariat, mais dans le monde du business aussi, j'ai des grosses boîtes, j'ai des grosses boîtes françaises, j'ai des boîtes de construction, j'ai des boîtes qui font des dizaines de millions de chiffres d'affaires par an. Il y a vraiment de tout. Je crois même qu'on avait une boîte qui était cotée à la bourse parisienne. Enfin, il y a vraiment de tout. Donc en fait, c'est vraiment. Et ce qui est marrant, c'est que ce que ces grosses boîtes cherchent, c'est pas tant le prix, c'est toujours la rapidité. Et en fait, Mm. eux, j'ai l'impression que c'est des gens qui sont frustrés d'une situation. C'est qu'ils s'en foutent de payer 10 000 balles pour un logo. Mais c'est marrant, chaque fois que tu payes 10 000 euros pour un logo, ça met 3 mois à faire un logo. Tu vois, donc c'est des gens qui limite veulent acheter un logo moins cher pour juste pouvoir l'avoir rapidement et pouvoir en gros faire passer cette tâche derrière parce que tout le monde sait qu'un logo c'est pas ce qui va définir le succès de ta boîte, c'est vraiment ton produit. Mais le logo, voilà, complémente. Ça, c'est un autre sujet, je pourrais m'y étendre. Mais voilà, donc du coup, C'est- pour conclure sur ça, justement, mon but, c'est de changer l'industrie et de changer la façon dont les gens réfléchissent par rapport au prix. Et, et pour moi, quand tu donnes un max d'énergie pour 200 balles, ben c'est là où tu exploses. Et c'est là où vraiment tu peux scale. Et c'est pour ça, pour moi, qu'on fait 200 k par mois. Tu sais, un petit fun fact, pardon, je parle parce que je parle vraiment de Vas-y, tout vas-y. ça. Mais même Fiverr était choqué de mes performances. C'est pas pour la péter, hein. Mais même Fiverr était choqué. C'est-à-dire que j'ai rencontré le PDG de Fiverr, j'ai rencontré tout le C-suite, j'ai fait des présentations devant tout le monde, j'ai présenté mon business devant tout le monde. Et tous les gens que j'ai rencontrés à leur HQ, mais ils étaient choqués. Mais ils disent, mais genre, déjà, ils avaient jamais entendu parler. Et dans ma tête, je me dis, mais ils n'ont pas les données de qui est le top 5 vendeurs. Et en fait, il s'avère que apparemment non. Peut-être que certains ont accès, je sais pas, le PDG, j'en sais rien, mais la plupart des gens n'ont pas accès. Bah, attends, en vrai, la donnée, elle est là en interne, parce que de toute façon, il y a les transactions. Non, mais elle est absolument là, mais elle n'est pas accessible facilement, quoi. Ok. Donc, en tout cas, les employés vraiment étaient en mode, mais like, what the fuck, genre, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, parce que c'est pas fait pour ça à la base. À la base, la plateforme elle est pas faite pour ça. L'algo, il est pas fait pour ça. Ils t'ont jamais mis des bâtons dans les roues en disant tu vends ton profil, donc ça doit être toi derrière l'ordinateur qui doit faire le logo? Non, non, parce qu'encore une fois, ils ont une mentalité américaine. Ils ont une mentalité, ben, tu rapportes de l'argent et t'as des clients qui sont encore plus contents que les autres, ben, prends toutes les commandes, tu vois. Et t'as aucun, du coup, dans le top 5, t'as aucun concurrent. C'est que d'autres gens, enfin, t'as aucune personne qui a copié-collé ce modèle-là.
Alors, il y a les Indiens, par exemple. Donc, tu as 3 ou 4 comptes d'Indiens qui sont, tu vois, c'est une pièce avec genre, à mon avis, 30 ou 40 Indiens. T'en as qui font 300 commandes par jour, tu vois. Ça, c'est des usines à commandes et ils vendent des logos à 20 euros. Du coup, c'est encore un autre monde. Ça, c'est vraiment genre, tu veux pas aller sur Luca, t'as la flemme d'aller faire ton logo gratuit sur Luca ou avec l'IA, ben, tu payes ces gars-là pour te le faire à de la place en 5 minutes, tu vois. Et du coup, ils en font Ok, 300 par jour. Mais je pense qu'ils font moins de chiffres que moi parce qu'ils vendent pour 10 fois moins cher que moi. Donc, ils font à peu ok, près 5 fois, 8 fois mon volume, mais pour 10 fois moins cher. ok. Je te pose des petites questions avant qu'on passe à la prochaine partie. Ouais. L'IA et Midjourney, ça a diminué ton CA? Non, parce en fait, on est en croissance. Donc, est-ce que s'il n'y avait pas eu l'IA, j'aurais plus de croissance? Je sais pas. Mais Ok. ça n'a pas diminué mon CA du tout. Ça n'a pas ralenti ma croissance non plus. Je, Et comment tu l'expliques? ben, toi, demain, si tu as envie d'un logo, comme tu as dit, tu vois, tu veux faire ta boîte, tu as envie d'aller dépenser 10 000 balles. Si tu veux, c'est un peu la même question. C'est, t'as envie quand même de te dépenser un peu, quoi. T'as envie quand même d'avoir quelqu'un Hmm, qui est là, qui met des émotions, qui pense à ta vision et qui réalise ta vision, quoi. Bon, l'IA actuellement ne fait pas les logos comme on les fait. Donc, sur ok. Midjourney, par exemple, il va faire des logos comme, je sais pas, tu veux un lapin, il va te faire un lapin. Mais tu veux un logo comme Deliveroo, donc un lapin vraiment conceptualisé. En fait, l'IA n'est pas bon à créer des concepts. Euh, Hmm, L'IA, elle prend des concepts, elle les met ensemble et elle les mélange, elle sort des idées par rapport à ça. Mais l'IA, elle est entraînée sur des concepts existants. Donc en fait, l'IA ne peut pas créer de concept par défaut. Donc l'idée de créer un kangourou comme Deliveroo en carré comme ça, l'IA ne peut pas faire ça. Donc, sauf évidemment si tu dis, bon, j'en sais rien, c'est un long débat, mais l'IA peut refaire un lapin, faire un lapin qui court, un lapin avec une sucette, mais un logo, je sais pas, un logo comme HSBC, imagine, il va pas, en tout cas pour l'instant, arriver à créer des concepts vraiment nouveaux comme ça. Et, c'est mais potentiellement un jour, potentiellement bientôt. Et j'en suis convaincu, quoi. ok. Et donc du coup, tu te protèges par rapport à ça. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que je sais plus du tout qui a dit ça, mais il y a sur le côté un peu branding, émotion, et sur le fait que ça doit véhiculer un univers et une émotion qui parle. Il y a un exemple qui est hyper frappant, c'est de demander à quelqu'un d'imaginer un hôtel créé et construit par Nike. En fait, c'est très facile dans notre tête d'imaginer un hôtel construit par Nike. Par contre, c'est très compliqué d'imaginer une paire de chaussures créée et conçue par Accor Hotel. Et tu vois, Ouais, dans un je cas, il y a vois. une vraie émotion, il y a un vrai univers qu'on arrive à nous créer. Et dans l'autre cas, bah, on se dit, non, j'ai aucune idée de à quoi peut ressembler une paire de chaussures créée par Accor Hotel, tu vois. Ouais, ouais, je vois. J'aimerais bien qu'on passe du coup à cette partie-là opérationnelle. Mon podcast s'appelle quand même Secret d'agence, donc j'aimerais bien que tu nous donnes des Ouais. secrets sur l'opérationnel. Déjà, je sais parce que on a préparé cet épisode un peu ensemble que tu utilises Airtable dans la partie Ops pour mon plus grand bonheur. Euh, Comment ça se passe quand il y a une demande qui tombe sur ton compte Fiverr? Où est-ce que les informations vont? Comment est-ce que c'est dispatché entre tes différents managers? Est-ce que tout est géré sur Discord? Est-ce que la communication est gérée sur Slack? Comment tu fais pour tenir au courant le client? Est-ce que tu as créé ton portail client externe ou est-ce que tu utilises la plateforme Fiverr? Est-ce que tu utilises la messagerie de Fiverr? Voilà, comment tu fais pour offrir une expérience 5 étoiles à tes clients? Ouais, alors on va dire un des gros secrets que j'ai, c'est d'utiliser VideoAsk beaucoup. Donc Ok. VideoAsk, ça commence à être un peu connu, mais Mm. il y a The Future, pour ceux qui connaissent The Future, c'est un mec que j'adore, c'est lui qui m'a montré en gros, pas personnellement, hein, je ne connais pas personnellement, mais il utilisait ça et en fait c'est un formulaire avec une vidéo. C'est-à-dire que c'est comme si tu as un call, Ouais. sauf que c'est préenregistré. Et du coup en fait ça pour moi ça a été un facteur absolument exceptionnel dans ma carrière, ma courte carrière, c'est que au lieu de faire des calls avec des gens, tu peux processiser ça sans pour autant sacrifier l'expérience client.
Et c'est ça l'avantage de VideoAsk et la puissance du VideoAsk, c'est que les gens, ils ont vraiment une impression de te connaître, une impression de répondre vraiment à des questions, d'avoir une intimité avec toi, alors que t'es pas là à faire un call par client. Imagine si je devais faire 30 calls par jour, ce serait quand même compliqué. Donc, le process, c'est ça, c'est un VideoAsk, justement, qui récolte toutes les données possibles. Vraiment, ça, je l'optimise constamment. Donc, un de mes secrets, c'est vraiment de le formulaire constamment l'optimiser. Donc, hier encore, j'étais dans un studio pour me filmer, pour refaire mon VideoAsk, pour reposer les questions, raffiner les questions, poser des questions différentes, pour toujours, donc, tout le feedback qu'on a tout ce qui se passe mal, toutes les fois où il y a des miscommunications avec nos clients, réintégrer ça dans le formulaire et l'optimiser avec le temps pour qu'il soit de plus en plus optimal. Ensuite, tout ça, ça part sur Airtable. Donc, on a tous les projets qui arrivent sur Airtable. Et ensuite, j'ai des managers, deux types de managers. Une manager, on va dire Head of Operations, qui va justement être plutôt un peu loin avec une vision globale, qui va assigner les tâches. Donc, elle connaît tous les différents designers. Elle sait quand les designers sont en vacances, combien de projets ils vont, ils ont envie d'avoir par jour, quel type de design ils ont. Et elle assigne, elle trouve les meilleures personnes, les meilleurs projets, elle assigne. Ensuite, ça, c'est envoyé au designer. Le designer, environ en 24 heures, il revient avec son projet. Et ensuite, le designer va remplir deux, trois questions par rapport au projet. Et ensuite, on a un IA qui va venir lire ces deux, trois trucs et créer du coup un super message pour nos clients qui va être, on va dire, optimisé avec notre style, etc. Et ça, c'est envoyé au client par l'équipe de management, l'équipe opérationnelle classique. Quand tu lis le message, c'est quoi? C'est en mode on a bien tenu compte de telle et telle et telle volonté que tu voulais pour ton logo. Voici là. En gros, tu... Ouais, voilà. Donc l'IA, en fait, il va venir lire le projet, il va venir lire tout ce que le client a envoyé. En gros, il va lire ce que le designer a dit, il va le mettre ensemble pour faire un message, on va dire, vraiment pertinent par rapport à... Je crois que c'est un peu coupé. Ouais, parce que je t'entends bien, mais ça, t'avais freeze. C'est bon, c'est mieux là. Yep. Et du coup, on n'avait pas fini Pinterest aussi. Il y a plein de trucs Ouais. auxquels j'ai pas répondu, je suis désolé. T'inquiète, t'inquiète. On va reprendre, y a pas de souci. Tac, tac, tac. Ouais, donc, du coup, donc à la fin du process, tu crées un message généré par l'IA qui permet d'avoir une espèce de papier cadeau pour présenter le projet à ton client, c'est ça? Ouais. Alors, Ok. il y a d'autres process entre temps. Par exemple, quand le designer upload son logo, il y a ensuite des presentation designers, donc des gens qui vont venir prendre le logo qui a été créé par le designer et venir le packager encore plus avec des mock-ups et venir apporter un peu plus de branding à ça, parce que c'est deux compétences différentes pour moi. Et du coup, les deux alliés, ça fait un truc commun. Donc ça, c'est envoyé au Comme client. c'est vraiment un truc méga pratique, mais comment le designer il upload son logo? Il remplit un formulaire Airtable? Non, juste le truc upload file sur Airtable, Donc ils ont tout, genre donc en t'as une PDF. licence pour tous tes designers. Ouais, ouais. Je savais pas que je pouvais ne pas avoir de licence d'ailleurs. Ça me coûte un bras, mais ouais. Alors si tu peux, du coup, je vais quand même te donner deux secrets que tu vas peut-être pouvoir mettre en place. Ok, Euh, moi, il faut savoir que je passe ma vie avec Airtable, hein. Donc ok. mon mariage sera organisé sur Airtable. Donc euh, t'as deux solutions là-dessus. Soit tu crées déjà en fait une adresse email qui s'appelle Teams. Et donc, en fait, tu mets les gens et tu donnes accès à cette adresse mail à plusieurs personnes. Ça te permet déjà de réduire Ok. les licences. Et l'autre solution que tu peux faire pour aller encore plus loin, toi, c'est en fait, de créer une interface avec Softair qui permet, en fonction du créateur et du designer qui se connecte à son interface, de voir certaines données de Airtable et de venir Ouais, modifier sur l'interface directement. Modifier, en gros, tu crées un SaaS. Tu crées un portail client dont le backend est Airtable, mais tu donnes accès que ce que tu veux, tu vois. Et nous, on l'a fait sur ouais, notre agence My Name is Bond. Et en fait, chaque client, quand il vient, il a exactement comme tu as créé donc, son funnel d'onboarding avec à chaque fois un questionnaire, mais au-dessus une vidéo de moi que j'ai enregistrée dans un studio
où je lui explique comment et je déroule le formulaire avec lui. Et ensuite, à la fin, il arrive sur son dashboard où là, il a toutes les données de son compte Instagram et il voit s'il gagne ou pas des informations. Donc, en fait, il a une expérience SaaS alors que derrière, c'est une agence, tu vois. OK. Ouais, incroyable. Ben, enfin, si tu veux, je peux partager un peu aussi sur ça. Je suis en train de j'ai essayé avec Softer, mais en fait, vu qu'on a ces process un peu, spécifiques, j'ai essayé Softer et ça n'a pas marché pour nous. Peut-être que les personnes que j'ai pris pour Softer ne marchaient pas, mais et du coup, je suis en train de développer un truc avec Bubble. Je sais pas ce que tu penses de Bubble, mais pour moi, ça me paraissait un peu donc moins simple, mais plus Mm. versatile. Et du coup, voilà, je suis en train de développer un truc sur Bubble avec une agence pour justement créer ce portail-là. Mais je savais pas que du coup, j'allais plus avoir besoin de payer les full 20 par personne. Alors, pour le coup, sur Bubble, alors Bubble, oui, d'un point de vue technique, c'est très bien. Et en effet, comme tu le dis, hein, quand tu tires d'un côté, tu tires de l'autre. Donc, moins c'est Ouais, simple, plus tu peux faire de trucs. Je sais pas sur Bubble comment ça va se passer en termes de licence de call API. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, c'est sûr que tu peux drastiquement réduire. Parce que je sais pas, du coup, tu dois avoir quoi, 30-40 personnes en licence Airtable. ouais, Enfin, tu peux clairement réduire ça et ça va te faire réduire pas mal de choses. Euh, et ouais, non, Software, je pense que c'est possible de le faire. Surtout que tu peux intégrer, en fait, tu peux embed ton vidéo Ask dans Software directement. Mais bon, après, moi, je dis ça parce que ce qu'on appelle, j'ai roulé ma bosse sur Software et sur Airtable, donc je ouais, maîtrise bien les deux outils. Après, en effet, il vaut mieux passer dans ton cas. Et il y a quand même un problème avec Software, c'est que d'un point de vue design, t'es limité. ouais, Comme c'est un peu ce que tu vends, si le mec il arrive et qu'il voit que la ouais, plateforme elle est dégueulasse, ça donne pas une très bonne impression. ouais, ouais. Mais, mais ouais, ben, en fait, nous, toute la communication est sur Fiverr avec les clients. Ok, Et communication avec mon équipe, c'est Telegram. ok, Donc, voilà. ok, bah écoute, très clair tout ça. Ce que j'aime bien, c'est le fait d'avoir décomposé, au lieu de te dire qu'en fait, il y a un designer à qui tu vas donner un client et il va gérer la relation client, le logo, la présentation et finaliser la commande. En fait, tu as vraiment fait du Fordisme là-dessus et tu t'es dit, vas-y, je suis une usine et je décompose chacun des pôles pour aller recruter des gens spécifiquement sur une tâche. Et toi, ta tâche, elle démarre là et elle finit là. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, tu vois, qui veulent lancer une agence, qui n'arrivent pas à faire ça parce qu'en fait, ils n'ont pas compris intimement leur business. Et toi, le fait de Mhm. l'avoir fait pendant longtemps, tu sais exactement quelles sont les différentes étapes et pourquoi est-ce que c'est intelligent de couper à ce moment-là. Comme ça alterne entre du relationnel, de la créativité et de l'opérationnel, tu as quand même place pour recruter les gens avec ces trois différents cerveaux-là, quoi. Et Ouais. en parlant de ça, j'ai une question sur la créativité, du coup, sur ceux qui créent le logo. Euh, Ils sont jamais en panne de créativité? Je- on a tellement de clients différents. En fait, si tu veux, si on faisait que du SaaS, par exemple, que tous les jours on avait des clients en SaaS avec un nom en S, tu vois, Slack, Hmm. Superside, ou genre, enfin, forcément, il y aurait peut-être un moment où ça deviendrait compliqué. Mais en fait, on a tellement tout. On a de la logistique, on a des mecs qui sont fleuristes. Enfin, on a tout type de clients. On a beaucoup de tech, on a beaucoup de consulting, on a beaucoup de business classique, mais ça varie beaucoup. Et en fait, à partir du moment où tu shifts d'industrie, et tu shifts de sous-industrie et tu shifts de culture, ça change complètement les versions possibles de ton logo, tu vois. Et donc, je pense pas. Peut-être qu'il y en a Hmm. qui fatiguent au bout d'un moment, mais c'est pour ça qu'ils ont toujours des pauses. Dès qu'ils sentent qu'ils sont un peu fatigués, etc., on voit très rapidement avec la data qu'on a, si un designer commence à pas performer, que les clients sont un peu moins contents, etc., direct, on va lui parler, on essaie de résoudre la situation et de résoudre ça, quoi. Ok. Il y a un autre truc dans ce que tu as dit que tu as un peu craqué, c'est le recrutement. Je suis chaud que tu me racontes un peu comment t'as fait ton premier recrutement. Est-ce que c'était un Georgien aussi? Et après, que tu me parles un peu de la Géorgie. Pourquoi tu as choisi ce pays-là? Est-ce que tu avais testé d'autres pays aussi? Comment ça s'est passé? Ouais, alors, ça revient un peu à la question d'avant, et je vais donner un peu un grand secret. C'est que nous, en tant qu'entrepreneurs, en tant que fondateurs d'agence, on a une panoplie
de compétences sans même s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'on sait vendre, on sait communiquer, on sait faire du design potentiellement, on sait faire tac, on sait faire tac. Attention, il y a plein de fondateurs d'agences qui manquent une énorme partie de ces compétences et qui réalisent pas qu'ils seraient beaucoup plus performants en étant top employé dans un endroit, tu vois. C'est le cas de beaucoup de graphistes. Je sens qu'ils veulent lancer une agence et qui, alors qu'au final, ben, à bosser chez Havas pour un top et prendre 15 000 balles par mois et avoir sa meilleure vie, c'est peut-être potentiellement mieux. Mais du coup, chaque personne, à chaque fois, j'imagine vraiment cette espèce d'éventail de skill set et tout le monde a un peu son éventail. Nous, en tant qu'entrepreneur, on est censé avoir le plus gros éventail possible. Certes, on aura moins de profondeur dans tout, mais le meilleur entrepreneur, il a de la profondeur partout. Tu prends Elon Musk, ben, il est ingénieur, tac, tac, marketeur, tout ce que tu veux partout. Et du coup, en fait, moi, mon idée, quand tu as appelé ça le Fordisme, et c'est exactement ça, c'est en découpant justement les tâches, tu peux justement trouver des gens qui ont ce skill-là en particulier, du coup, qui l'a plus profondément, mais du coup, qui sera beaucoup moins cher pour toi. Parce qu'en fait, plus quelqu'un a des skills qui sont variés, plus cette personne va coûter cher. Si tu prends justement un graphiste en France qui limite dans sa tête se dit qu'il peut avoir une agence parce que il sait bien se vendre, parce qu'il sait bien communiquer, parce qu'il sait bien faire des logos, etc. Il sait tout faire de A à Z. Cette personne, si tu veux la convaincre de bosser dans ton agence, ça va te coûter 10 000 balles par mois. Par contre, quand moi, je prends un graphiste, mais qui est exceptionnel, mais qui parle pas anglais, c'est là où je fais ma marge, en fait. C'est que je prends un designer, justement, qui est exceptionnel, qui est tarpamon. Je vais venir parler anglais ou dans sa langue à sa place, en communiquant avec lui, en mettant en place ce layer de management. Je vais ajouter ces deux choses ensemble et ensemble, ça va créer 200 balles de valeur pour beaucoup moins, pour rien que ça, tu vois. Donc, Hmm. ce que je dis, l'autre exemple que j'aime bien donner, bon, c'est pas un très très bon exemple, mais c'est un peu, imagine un couturier italien au fin fond de la Sicile, perdu, qui parle même pas anglais, tu vois. Ben, ce couturier italien, ça doit être un couturier exceptionnel. Si tu l'allies pas avec un mec, je sais pas, genre un modèle de Milan qui connaît toute la Fashion Week, qui est pote avec tout le monde, ben, cette personne va servir à rien. Mais tu mets ces deux personnes ensemble, le couturier exceptionnel et le mec de Milan qui connaît les trends, c'est là où tu as un service exceptionnel, tu vois. Du coup, moi, mon but, ma théorie, c'est comment est-ce que je vais aller trouver ces couturiers perdus en Italie, qui comprennent pas l'industrie, qui comprennent pas le monde du design encore, mais qui ont justement cette capacité à bien coudre comme personne d'autre, toi. Et du coup, mon premier employé, ça a été un gros choc mental parce qu'en tant que fondateur d'agence, surtout en tant que designer de logo, on se dit toujours les gens me payent pour moi et on a tendance à se prendre pour Pablo Picasso, tu vois. On a tendance à dire je suis Pablo Picasso, les gens m'ont payé pour un tableau, je peux pas aller demander quelqu'un de le payer à ma place, c'est de l'outsourcing. Surtout en France, on déteste ça, on dit ah Hmm. il outsource, c'est négatif. Alors qu'aujourd'hui, moi, quand je fais les logos à la place de mes employés, parfois, c'est beaucoup moins bien que si eux l'avaient fait. D'accord? Donc, mon service est meilleur que moi actuellement aujourd'hui. Évidemment, au tout Hmm. début, c'était pas le cas. Pourquoi? Parce que il y a plein de choses à faire. Il faut entraîner, il faut perfectionner son service, etc. Mais voilà, du coup, en combinant tous ces skills-là ensemble, on crée quelque chose d'exceptionnel. Mais pour aller au plus simple, tu combines communication exceptionnelle et service client exceptionnel avec quelqu'un qui sait faire un service en particulier. Je sais pas, quelqu'un qui sait faire un logo. Ben là, tu as une agence. D'accord? Si tu as Hmm. juste deux graphistes qui sont bidons en communication, d'ailleurs, ça m'est arrivé justement d'avoir des mauvaises expériences avec des agences en France, parce que justement, c'est des graphistes qui devraient bosser en agence. Bon, bref, je m'étends un peu. Mais du coup, mon premier employé, c'était un graphiste. Non, attention, mon premier employé, c'était vraiment un assistant design, quelqu'un qui faisait tous les fichiers, etc. Mais on va dire mon premier employé vraiment significatif, au-delà de mon père, qui était mon premier, on va dire, employé plus significatif. Euh, C'était vraiment un designer. Ça a été très dur justement de me dire, vas-y, je suis pas Pablo Picasso et je peux trouver des gens qui viennent bosser pour moi justement, qui ont ce skill en particulier. Et j'ai trouvé un Serbe du coup qui s'appelle Dusan, j'ai senti un truc avec lui. C'était vraiment un couturier au fin fond de la Serbie, tu vois. Je sentais qu'il avait le truc, mais il savait pas communiquer, il savait pas bien parler à l'époque où je l'ai rencontré. Maintenant, il parle beaucoup mieux anglais. Et en combinant justement nos deux trucs, au début, certes, c'était beaucoup d'énergie pour moi, pour tout traduire, pour toujours m'assurer qu'il ait bien compris, etc. Mais voilà, avec le temps, aujourd'hui, il me fait 8 logos par jour depuis 2 ans, tu vois. Donc, et le mec, attention, hein, avant, il bossait, il était payé 3 francs 6 roues, 400 balles
par mois dans une boîte serbe. Aujourd'hui, il est payé je ne vais pas donner les chiffres, mais il est payé des milliers d'euros. Et il vit sa meilleure life, il a un gosse et tout, il est trop heureux. Et puis voilà, tu vois. Parce que souvent dans l'outsourcing, on sous-entend exploitation, aller prendre des gens dans les pays moins chers, alors que c'est pas du tout ça. C'est juste de l'optimisation du Fordisme global en fait. C'est encore plus puissant que du Fordisme parce que tu peux aller recruter partout dans le monde et trouver la personne qui a le skill particulier pour remplir le boulon sur la voiture. Je vois très bien, ouais. Non, je vois très bien. Ok, hyper intéressant. Je, je trouve que tu nous as envoyé plein de ce qu'on appelle, tu sais, les golden nuggets. Il y a Ouais. plein de trucs hyper applicables et plein de thèmes qu'on n'aborde pas souvent dans ce podcast, justement parce que tu prends cette notion de marge à l'envers. Donc, c'est hyper intéressant. Euh, pour terminer un peu cet épisode, j'aime bien un peu me focuser sur toi en tant que personne. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à Louis de 2019 comme conseil business? Alors j'en ai plein. Le plus gros, je dirais, c'est con, hein, mais de faire ce que tu kiffes, parce que j'ai toujours adoré le logo, le graphisme, et je me suis fait plastiquer par ma famille il y a pas d'argent dans le graphisme, tu vois. Et pour mon parrain, en fait, c'est un peu mon premier mentor. Mon parrain, c'est, on va dire, la personne successful dans ma famille. C'est un cousin corse de ma mère qui a monté des trucs dans le venture capital. Et attention, il m'a pas, c'est vraiment juste mon mentor, quoi, spirituel et business. Et lui, il m'a toujours dit, dans le graphisme, il y a pas d'argent, tu vois. Mm. Et mon père, donc, était un ancien banquier qui a perdu son taf en 2008 et qui a du coup plus jamais retrouvé de travail après. Il voulait absolument que j'accomplisse son désir de retrouver un taf dans la finance et il me poussait tous les jours, il m'envoyait donc bref, J'adore. pendant trop longtemps, j'ai perdu trop longtemps à essayer de me convaincre qu'il y a des business qui sont stylés et il y a des business qui sont pas stylés. Et du coup, c'est pour ça que je faisais du textile. Parce que putain, c'était cool d'avoir un camion, un berlingot et de se balader dans le berlingot en allant à Marseille avec 20 cartons dedans et de prendre des photos devant tous les cartons et dire regardez, on bosse avec cette grosse boîte et on a fait des contrats à 15 000 balles pour 5 000 t-shirts. Sauf qu'au final, il restait rien dans notre poche. Et au final, on gagnait pas d'argent et au final, on faisait rien. Au final, notre business, il était bidon. Et non, attention, je dis pas ça parce que le business, il existe encore. Et j'adore ce business. Et d'ailleurs, si vous regardez ça, je vous salue. Mais, euh, mais voilà. Et à la place, quand j'ai accepté, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi? Peut-être qu'il y a de l'argent dans le graphisme. Peut-être que tu peux devenir millionnaire en étant graphiste. Parce que je savais que je voulais faire beaucoup d'argent. Ça a toujours été important pour moi. Parce que j'étais exposé de mes 0 à 8 ans à beaucoup d'argent. Mon père était très riche avant et maintenant, maintenant il travaille pour moi, mais avant il est devenu très pauvre. Alors, très pauvre, attention, tout le monde a sa notion de pauvreté. C'est peut-être pas le bon mot, mais on va dire plus de revenus en tout cas. Et, euh, et du coup, voilà, je voulais retrouver absolument ce feeling d'argent, de liberté, de puissance que j'avais connu quand j'étais tout petit, qui était engravé en moi. Et, et du coup, voilà. Et j'ai accepté le fait que je pouvais faire de l'argent dans le graphisme. Et je me suis focus sur ça. Et justement, je me suis dit, bah, tu sais quoi, les gens disaient qu'il n'y a pas d'argent dans le graphisme. Non seulement je vais faire de l'argent dans le graphisme, mais dans un seul produit, un seul service sur une seule plateforme. Magnifique. Louis, merci. Ouais. C'était hyper intéressant. Merci beaucoup pour cet épisode. J'ai hâte de faire un deuxième épisode avec toi quand tu auras développé ces nouvelles stratégies. C'est un plaisir, franchement, de t'avoir rencontré pour une première fois, enregistré cet épisode. Euh, Hâte de continuer d'échanger avec toi et de continuer à voir ce chemin se construire. Merci mille fois. C'était un plaisir, vraiment. N'hésitez pas, si vous avez kiffé cet épisode, les amis, à mettre 5 étoiles sur le podcast. Ça fait plaisir pour l'algorithme, pas celui de Fiverr, mais celui de Spotify. Allez, ça part. Ciao.